Bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode du balado du choc politique. Je m'appelle Christophe Prévost et je suis votre hôte. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Dylan Jeté. Comment ça va, Dylan? Ça va bien, mon cher Christophe. Donc, ravi de faire partie de ce deuxième épisode du Choc politique. Qu'allons-nous parler aujourd'hui dans l'actualité? Eh bien, on va parler de politique fédérale aujourd'hui. On va parler un peu de quelque chose qui est à la maison ici. Ça a été une grosse semaine. Une grosse semaine, je pense que c'est même pas assez. Ça a été une énorme semaine en termes de nouvelles politiques au niveau fédéral. Ce que je te propose, c'est on va faire une petite, on va expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui ne savent pas nécessairement avec certains détails. Puis après, on va pouvoir un peu analyser et débattre de certains de ces éléments. Alors, commençons. La semaine a commencé fort avec une démission de probablement la numéro 2 du Parti libéral actuellement, la ministre Chrystia Freeland, la ministre des Finances. Alors, elle a démissionné lundi. Elle a publié une lettre sur les réseaux sociaux expliquant qu'elle démissionnait de son poste de ministre, mais restait députée. Et elle expliquait que cette décision a été dans le fond, elle a choisi de faire ce choix parce que Justin Trudeau allait, dans le fond, faire un remaniement ministériel et de lui changer de ministre, le ministère, la mettre ailleurs. Et pour elle, c'était une perte de confiance qui faisait qu'elle ne pouvait plus, elle ne sentait plus apte à être ministre vu qu'elle n'avait plus la confiance de Justin Trudeau. Alors, elle a décidé de démissionner. Ça a été une nouvelle fracassante. Et encore moi, je suis encore sous le choc. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Je ne sais pas si toi tu l'as vu venir. Non, puis il faut dire que là où ça a été surprenant, c'est que c'était la journée même, on attendait une mise à jour économique du gouvernement libéral quant Mhm. à l'ampleur de son déficit. Puis finalement, le gouvernement libéral, cette journée-là, se cherchait un nouveau ministre des Finances, qui aurait dû être comblé par Mark Carney, si on se fie à ce qui était dit la semaine C'est les précédente, souhaits de Trudeau. selon les souhaits du premier ministre, finalement, qui a fait faux bond à ce dernier. Finalement, le premier ministre a cherché deux, trois candidats pour être finalement tombé sur M. Dominique Leblanc, qui est un de ses collaborateurs proches, un ami d'enfance, qui comble le siège du ministre des Finances. Oui, ben c'était une grosse nouvelle. Puis ce que moi j'ai senti en lisant la lettre de Christophe Freeland, c'est que c'était deux choses. Premièrement, c'était un moyen de comme donner un coup de grâce à Justin Trudeau, un peu presque l'achever ou le mettre à genoux pour y dire, parce qu'elle dit, elle fait pas juste dire je démissionne pour, elle aurait pu dire pour des raisons personnelles ou je veux prendre un pas de recul. Elle a dit explicitement qu'elle avait des désaccords avec le premier ministre sur deux mesures fiscales qui étaient le crédit de TPS, le congé de TPS et le chèque de 250 dollars pour combattre l'inflation. Elle a dit que dans la situation économique actuelle du Canada où on doit se préparer à affronter des tarifs de 25% de Donald Trump, c'était deux mesures non seulement, elle n'a pas dit inutiles, mais qui n'allaient pas aider la situation économique du Canada, puis qu'elle a même été au contraire, qu'elle allait avoir un impact négatif sur notre économie, puis que c'était presque, on sentait presque qu'elle voulait dire que c'était un bonbon électoral, mais c'est énorme comme lettre, là. Ça fait C'est mal, hein. Ouais, c'est une grosse critique envers le leadership de Justin Trudeau, puis un peu, disons, ses orientations économiques, là. Parce que, en gros, on vient dire en critiquant ces mesures-là qu'elles alimentent l'inflation, puis elles augmentent davantage le déficit du Canada, qui est à son plus haut dans toute l'histoire de la Confédération canadienne, ce qui est quand même pas rien. Puis, donc, on vient critiquer le leadership de Justin Trudeau en disant peut-être qu'il est contrôlant puis qu'il ne donne pas la latitude nécessaire qu'on devrait accorder à un ministre des Finances qui était anciennement réputé comme un des ministères les plus prestigieux au gouvernement fédéral canadien. Et cette critique-là alimente les autres critiques à l'interne même du Parti libéral. Ben, c'est que aussi beaucoup d'analystes ou de personnes dans le monde politique, des fois, disent que Trudeau est une personne un peu qui n'est pas nécessairement de colonne, des fois on dit ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il dirige le Parti libéral avec une main de fer, là. On voit que c'est le congé de TPS et le chèque, ça vient de lui, là. C'est lui qui pilotait le projet. Puis ça l'explique un peu le froid qu'on avait entendu dans les médias anglophones dans les dernières semaines entre le Chrystia Freeland et Justin Trudeau. Et là, je sais pas si je pourrais qualifier ça de simple froid entre les deux. Je pense que je sais même pas s'ils vont se reparler d'ici la chute du gouvernement. Elle était vice-première ministre aussi, puis je pense pas que Trudeau s'attendait à ce elle démissionne. Mais en même temps,
si tu tasses ta ministre, ta super ministre, et tu lui dis, tu lui donnes un peu un autre ministère qui est vraiment moins prestigieux, qui était un ministère spécialisé face à Dans les Trump, négociations qui canado-américaines, n'est là. pas un vrai ministère, on va s'entendre, là. Ouais, sans budget, sans personnel. Donc c'était symbolique et dérisoire pour elle, là. Ben, je comprends pourquoi elle a fait cette décision-là. En plus, elle vient un peu aussi tenter de sauver son héritage politique parce que tu sais, on l'a jamais, elle n'avait pas la réputation d'être vraiment dépensière au début de son mandat. Elle allait amener un certain équilibre, mais ça a été des déficits budgétaires à chaque fois. Puis un autre point, c'est qu'elle avait fait une promesse de pas faire un trop gros déficit cette année, puis elle n'a pas été capable de le Ouais. respecter. Puis je pense que a été une des éléments qui a alimenté sa décision. Ouais, on parle d'un déficit qui était promis de pas plus de 40 milliards, ce qui était en soi déjà aussi beaucoup, là. Déjà beaucoup, ouais. C'était déjà beaucoup, puis donc ça, c'est ça, ça alimente les critiques, puis elle venait aussi comme amplifier ce qui avait été dit précédemment par un autre ancien ministre des Finances de Justin Trudeau, M. Bill Morneau, qui était qui a été contraint de démissionner dans le scandale We Charity, il y a Oui. 3 ans, puis qui était le ministre des Finances durant la COVID de Justin Trudeau, puis qui avait dit après sa démission qu'il était très contrôlant sur le ministère, puis il lui a pas donné la latitude nécessaire pour avoir une économie saine, plus saine au Canada, disons moins dépensière. Ouais. Mais oui, c'est fait que ça confirme un peu certaines des rumeurs. Ça a été le premier événement, mais après, les rumeurs se sont enchaînées. Certains médias disaient que Trudeau allait démissionner. Moi, ce que j'avais lu dans l'actualité, je crois que c'est un média de Toronto, que Trudeau pensait fortement à démissionner le lundi, mais que finalement, il a changé d'idée après que les conseils ses plus proches ministres, comme Monsieur Dominique Leblanc, et le ministre Miller. Mark Miller de l'immigration lui ont dit de ne pas faire ça. Euh, je pense qu'il aurait peut-être dû démissionner cette semaine. C'était peut-être le moment de tirer sa révérence et de ne pas faire face à cette crise médiatique parce que non seulement il y a eu la crise politique, mais il a aussi annulé toutes ses entrevues de fin d'année, ce qui est une tradition pour nos premiers ministres. Clairement, quelque chose ne va pas. Puis après, il a essayé un peu de changer le média. Puis il a effectué un remaniement ministériel le vendredi. Alors, on pensait sûrement qu'il pensait que ça allait, dans le fond, peut-être changer un peu ce qui dominait dans le cycle de nouvelles. Puis après, évidemment, on a Monsieur Jack Meeting, chef du NPD, qui décide de publier, lui aussi sur les réseaux sociaux, hein, c'est toujours sur les réseaux sociaux. Oui, ben, Jack Meeting est un adepte des réseaux sociaux, là. Il a fait l'actualité aussi cet automne en déchirant son entente avec le Parti libéral, qui a duré 3 ans, en signifiant qu'il ne donnerait plus l'appui systématique pour maintenir le gouvernement jusqu'aux élections. Systématique est le mot parce qu'il a donné son appui à de nombreuses reprises cet automne. Oui, de façon quasi systématique, comme si l'entente n'avait pas été déchirée au final. C'était très symbolique comme geste. Mais là, son geste qu'il a fait vendredi, peut-être que celui-là, il est moins symbolique et peut-être un vrai geste, parce qu'il a publié dans sa lettre que le nouveau parti démocrate, le NPD, allait proposer une motion de censure contre le gouvernement Trudeau à la première occasion. À la première occasion au retour À de la la rentrée festival. parlementaire pour l'hiver. Oui. Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? On voit que le NPD est peut-être accolé au pied du mur, là. Faut se dire que à force d'avoir maintenu le gouvernement en vie, mais tout en le critiquant de façon assez cinglante, ça alimente le cynisme à l'envers du Parti néo-démocrate, qu'on voit justement qui ne profite pas de la colère contre le gouvernement. Le NPD est à son plus bas depuis plusieurs années, là. Mhm. Puis, il faut donc se dire que ça le force peut-être à agir, à vouloir faire tomber le gouvernement, parce qu'à un moment donné, il est vu comme une marionnette un peu, là. Ben, peut-être aussi que son poste est aussi en jeu, malgré le Ouais. fait qu'il n'exerce pas un poste de ministre ou de premier ministre. Son rôle de chef et son leadership va peut-être être remis en question si c'est encore une fois peut-être un recul du NPD dans dans les prochaines élections. Ça va être quelque chose que j'ai à surveiller. Je pense qu'il joue sa vie politique en ce moment, Monsieur Singh. Oui, certes, il doit jouer sa vie, sa carrière. Puis, il faut dire que
s'ils n'arrivent pas à profiter de la grogne contre le gouvernement, c'est un gros recul, là, parce que le NPD est passé en 10 ans d'être l'opposition officielle au Parti conservateur il va être quasiment la quatrième opposition. Avec la vague orange de Jack Layton. Oui, certes, c'est ça. Puis même Thomas Mulcair avait fait quand même un bon résultat en 2000, relativement bon en 2015 par rapport à ce qu'était le NPD. Et là, on voit que Jack Meeting le ramenait à la case départ du début des années 2000, là. Le NPD, il va avoir moins de votes que le bloc, moins de sièges que le Bloc québécois. Puis qui est un parti régional dans une seule des 10 provinces. Oui, puis c'est fascinant parce qu'en 2015, Thomas Mulcair a failli amener le Parti néo-démocrate aux portes du pouvoir, là. Avant que Trudeau entre en jeu, entre dans la scène politique, plusieurs sondages estimaient que les néo-démocrates pouvaient former le gouvernement en 2015. C'est tellement fascinant qu'en l'espace de 10 ans, on passe de de parti qui peut aspirer à former le gouvernement à troisième, peut-être même troisième opposition officielle. Fait que le quatrième parti au Parlement, c'est toute une chute, là. C'est une dégringolade, puis c'est sûr que ça va amener beaucoup de remises en doute sur le leadership de Jack Meeting. Puis il faut dire que le cynisme est davantage dans le discours populaire, avec les critiques du Parti conservateur à son endroit, parce qu'il a maintenu en vie à plusieurs occasions le gouvernement Trudeau. Puis à cause du moment où il décide de lancer les élections, à peu près, on parle de la fin janvier, début février. Et une des critiques des conservateurs cet automne était que Jack Meeting reçoit sa pension à cette période-là, sa pension à vie, parce qu'il va avoir été député pendant 6 ans. Puis ça donne cette impression, surtout dans le Canada anglais, que ben les NPD est vendu pour avoir sa pension. Ah, Mais mais c'est un discours populaire. Est-ce que c'est véridique? Non, c'est pas ben, peut-être que empirique. c'est peut-être un enjeu, mais je ne crois pas que je suis confiant que Jack Meeting est plus intègre que ça. Je ne crois pas que sa décision est alimentée par sa pension, mais clairement, pour le Parti conservateur, c'est un argument C'est un politiquement payant. bonbon, là. C'est donné. Parce que le NPD apparaît faible. Faible comme les libéraux. Ouais. Que le NPD s'amuse à dire qu'il est faible depuis cet automne. Puis on voit que c'est encore une phrase une expression qu'il a utilisée. Le gouvernement Trudeau est fini dans son annonce qui fera tomber à la première occasion le gouvernement. Puis oui, puis le point que moi je note, c'est qu'il n'a pas juste dit si Trudeau est là, je le fais tomber le gouvernement. Il a dit peu importe qui est le chef du gouvernement au retour de la pause estivale, le gouvernement tombe. Déjà que le gouvernement libéral, on peut l'imaginer comme étant un patient sur son lit en train d'attendre Les soins paisiblement sa palliatifs, mort. ouais. Là, c'est comme si l'infirmière vient lui l'administrer l'aide médicale à mourir. Puis on s'attend à ce que ce soit sûr que le gouvernement va tomber parce que à la fois le Bloc québécois et les conservateurs sont prêts depuis à peu près 1 ou 2 mois à faire tomber le gouvernement, là. Ah oui, oui, c'est sûr. Alors, pour expliquer, pour donner un peu de contexte, ce que le NPD veut faire, c'est une motion de censure. Une motion de censure, c'est un moyen pour le Parlement d'exprimer sa confiance envers le gouvernement. Alors, si le gouvernement remporte le vote dans une motion de censure, ça veut dire qu'il a encore la confiance du Parlement. Fait qu'il faut une simple majorité des députés pour avoir la confiance. Mais si le le gouvernement perd ce vote de confiance-là, ben, il est obligé de démissionner. Tous les ministres doivent démissionner et le premier ministre doit aller voir la gouverneure générale et demander la dissolution du Parlement, ce qui déclenche automatiquement des élections. Alors, c'est ce que le NPD veut proposer. Si la motion de censure est adoptée, eh bien, il y a dissolution du Parlement, des élections seront déclenchées. Selon la loi la loi électorale du Canada, c'est 36 jours minimum d'élection. Alors, ça veut dire que l'élection devrait aller aux alentours de mi-mars, fin mars, peut-être début avril, dépendamment à quel moment elles sont déclenchées. Ça veut dire que ça va arriver assez vite, des élections. Oui, puis on s'attend pas à ce que le gouvernement survive jusqu'à un vote sur un budget, là. Non. À moins que le Parlement soit prorogé, mais on ne sait pas à quel point c'est un scénario qui est envisageable. Ben, la prorogation, qui est un outil qui permet dans le fond, je crois que c'est le premier ministre de proroguer le Parlement. Ça veut dire que on renvoie tout le monde, on arrête de siéger, mais on met pas fin, on dissout pas nécessairement le Parlement, on fait juste arrêter de siéger pendant un nombre de temps. Euh, je ne vois pas quel argument Trudeau pourrait invoquer pour s'appuyer pour faire cette mesure-là. Son propre parti est contre lui, les partis d'opposition sont tous en accord.
il n'y a pas vraiment d'argument pour ne pour proroguer le Parlement. Il pourrait le faire, c'est pas impossible, mais ça me surprendrait vraiment. Rien ne l'empêche, surtout s'il veut acheter du temps, disons. Mais je ne sais pas s'il y a. Je pense que ça fait quelques mois qu'il essaie de s'acheter du temps, puis là, Oui, le temps manque. le temps manque fortement au Parti libéral. La situation est assez morose pour lui. Le NPD a qu'à gagner parce qu'il est au fond du baril. On est rendu aux conservateurs et au bloc. Oui, ben, je sais pas si tu as vu la projection du site Canada 338, qui est le site de projection de prédilection pour les analystes politiques. Dans le fond, ce que lui il disait, c'est que les conservateurs obtenaient à peu près 220, 230 Ouais, sièges, autour de 220 sièges. ce qui est un chiffre assez très respectable. On doit dire qu'en ce moment, le gouvernement libéral en a 160. Fait que c'est quand même une grosse Oui. majorité. Puis après, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit les libéraux à 47 et le bloc à 45 sièges. On voit une différence de 2 sièges entre un parti qui est régional, Dans une seule province. qui peut juste obtenir à peu près 70, 76 sièges, contre un parti qui est national, qui peut en obtenir, il pourrait être compétitif dans tous les sièges, les circonscriptions. On pourrait voir un scénario comme en 1993. J'arrive pas que je vais dire ça. On pourrait voir le bloc opposition officielle pour la deuxième fois de son histoire. Moi, je me souviens quand on a fait l'élection partielle cet automne, j'étais d'avis que c'était impossible. Le bloc ne peut pas former l'opposition officielle. Mais il y a un scénario réaliste où c'est possible, hein. Faut croire que c'est une des choses que peut créer notre système électoral avec les distorsions qu'il peut avoir, là. Parce qu'on s'entend que les libéraux auront quand même à l'échelle nationale un vote populaire Mhm. beaucoup plus grand que le Bloc québécois. Puis, c'est une des disproportions qu'il peut créer, puis aussi le niveau de l'efficacité du vote régional. Le Bloc est quand même assez fort dans le Québec francophone. Oui, C'est oui, à son Laurentide, avantage. Laurentide, hors Montréal, dans le fond, là. Hors Montréal, que ce soit en Gaspésie, au Saguenay, dans les Laurentides ou le Grand Nord, c'est un parti qui est assez fort puis qui est capable de toucher surtout les inquiétudes autonomistes des Québécois. Ben, aussi, c'est que quand on est d'ailleurs dans le Canada, c'est qu'on a deux choix, conservateurs, libéraux. Mais ici, quand on est contre les libéraux, ben on a deux options. On peut voter bloc ou on peut voter conservateur. Alors, c'est comme, il y a plusieurs Québécois qui probablement voteraient conservateur s'ils étaient ailleurs au Canada, mais avec l'existence du bloc, vont voter bloc. Oui, il faut se dire qu'avant l'existence du Bloc, au début des années 90, c'était un peu cette situation-là. À l'époque, Brian Mulroney et les Laurentides ont déjà voté pour les conservateurs à cette Oui, époque-là. ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait 35 ans facile. Donc c'est rendu de l'histoire aujourd'hui. Puis l'autre chose à surveiller au Québec, ça va être comment, si qui va être le deuxième parti important, le parti des fédéralistes. Est-ce que ce sera les libéraux ou les conservateurs? Mais oui, ça va être important à surveiller parce que au Québec, les libéraux ont un bassin assez, ont quand même une base solide, un parachute d'urgence assez solide qui se situe à Montréal, Laval, certaines circonscriptions sur la rive sud. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'on va voir l'effet Poilievre finalement arriver au Québec? Parce que depuis qu'il a été nommé chef du Parti conservateur, on n'a pas vu cet effet-là. On le voit partout ailleurs. Les conservateurs mènent dans toutes les provinces, sauf au Québec. Puis au Québec, il semble avoir une certaine réticence à Pierre Poilievre, que ce soit peut-être par sa personnalité qui ressemble un peu plus aux politiciens de droite des États-Unis. Bon, là, je veux pas dire qu'il est digne du Trumpisme américain, mais certaines de ses actions, de comment il agit sur les réseaux sociaux, de ses attaques, ça ressemble un peu plus à ça. Puis aussi, la grosse mesure des conservateurs cette élection, c'est de couper la taxe de carbone. Et la taxe carbone, ce qu'il faut comprendre, c'est que au Québec, elle est de base déjà là. Et ce que le fédéral a fait, dans le fond, c'est qu'il n'a pas nécessairement créé, il a créé un minimum, dans le fond, de taxe carbone. Ça veut dire que chaque province devait avoir au moins devait respecter les normes fédérales, mais il pouvait avoir une taxe carbone qui allait plus loin, comme c'est le cas au Québec. Alors, si on coupe la taxe carbone, ben, au Québec, ça n'a pas d'impact sur nous, là. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça. Oui, certes, le personnage de Poilievre est quand même une énigme au Québec, là. Faut se dire que les Québécois sont déjà assez réticents envers les conservateurs à la base, là, depuis des événements qui sont vieux d'un siècle, là, avec l'ancien premier ministre Borden, qui date de la crise de la conscription, qui a Ah! mené au fait que les libéraux ont toujours été forts au Québec.
que ce soit Saint-Laurent, Lester B. Pearson, tous ces premiers ministres libéraux qui ont été quand même ont eu une grosse base de leadership au Québec, et à l'exception de Brian Mulroney, qui s'était fait comme un réconciliateur entre les nationalistes canadiens-français, Avec la promesse de ramener le de, Québec dans la de ramener le Constitution. Québec dans la Constitution, puis lui trouver une place juste et équitable au sein de celle-ci, dans laquelle il pouvait s'affirmer puis s'épanouir à sa façon un peu au sein Mhm. d'un Canada fort et uni. Donc, les Québécois ont toujours été réticents. Puis c'est encore le cas dans l'histoire moderne avec Stephen Harper, qui n'est pas nécessairement un de ces conservateurs nouveaux jeux comme Pierre Poilievre, là, qui est un peu de cette nouvelle mouture du conservatisme des années 2010 là, qui a commencé un peu partout, que ce soit aux États-Unis ou en Avec le Tea Europe. Party, ouais, ouais. Fait qu'avec le Tea Party, Stephen Harper est un conservateur plus traditionnel, puis Pierre Poilievre aussi. Donc souvent aussi, c'est la provenance des candidats. Les deux sont vus comme étant plus des personnages qui sont sensibles aux enjeux des provinces de l'Ouest comme l'Alberta. Au Québec, on a certes des points de vue communs avec l'Alberta, surtout sur l'aspect autonomiste. On aime tous les deux que les gouvernements fédéraux se mêlent de ces affaires, mais on s'entend pas sur des enjeux à prioriser au sein de la fédération. Et ça fait que ben, les Québécois, encore à ce jour, sont réticents d'aller vers les conservateurs, même s'il y a eu certains gestes d'ouverture, comme Stephen Harper qui reconnaît la nation distincte des Mhm. Québécois ou des Canadiens français au sein du Canada, ou Pierre Poilievre qui se vante d'avoir une conjointe qui est immigrante, mais qui s'est adaptée à la culture québécoise et qui est quand même un bon exemple d'intégration dans un système d'immigration qu'on dit multiculturaliste. On risque de la voir beaucoup dans cette campagne électorale, sa femme, Pierre Poilievre. On la voit beaucoup déjà dans les annonces. Elle semble, elle risque de prendre un plus grand rôle que je pense que la femme de Trudeau a pris dans les dernières élections. Bon, malheureusement, il est divorcé, alors c'est sûr qu'elle ne prendra pas un plus grand rôle que dans le passé. Mais moi, je veux revenir sur le point de l'Alberta. Tu sais, on est souvent le Québec contre tout le monde, de dire que le Québec a des enjeux différents, puis on pense vraiment pas la même chose que les autres provinces. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on fait l'erreur de dire que en Alberta, c'est des conservateurs, blablabla, puis on n'écoute pas vraiment ce qu'ils disent, parce que dans leur discours, il y a plusieurs points qui viennent nous rejoindre nous. Tu parlais de l'aspect autonomiste. Ce que l'Alberta réclame beaucoup, c'est que le fédéral arrête de venir s'ingérer dans leurs compétences. C'est exactement ce que le Québec demande sans arrêt au fédéral, que ce soit sur l'éducation, la santé. On veut gérer nos trucs nous-mêmes. Puis c'est un peu ce que l'Alberta demande. C'est juste que l'enjeu prend une forme différente parce que pour eux, c'est l'exploitation du pétrole. Et la taxe carbone, c'est une grosse ingérence pour eux, tandis que pour nous, la taxe carbone, c'est pas une ingérence aussi grande parce que le pétrole, c'est pas un enjeu au Québec. Mais c'est fascinant là, de voir à quel point l'Alberta et le Québec, on a plus de points en commun que la culture générale semble véhiculer. Puis on aurait tellement avantage en tant que de province, de plus travailler ensemble pour essayer d'avancer des dossiers, à la place d'être constamment dans la confrontation. Parce qu'on regarde ce que ça a donné au Parlement fédéral cet automne. Là, on a vu la crise la dernière semaine, là, mais le Parlement fédéral n'a pas fonctionné de l'automne au complet. Là. Ils n'ont rien fait cette année. Là. Ils étaient constamment en chicane. Non, il n'y a pas vraiment eu de projet de loi qui ont réussi à passer au Parlement cet automne, là. Ça a été constamment bloqué, que ce soit par les conservateurs ou le Bloc. À quelques exceptions près, je pense qu'il y a eu un projet de loi sur la gestion de l'offre qui a réussi à se rendre au Sénat, mais Oui, c'est ça. Il s'est rendu au Sénat, mais on n'y a pas encore été approuvé. Là. fait que c'est ça. Puis que ce soit les projets de bonification des pensions du Bloc québécois ou les motions de censure de gouvernement, il n'y a rien qui a passé. Le Parlement canadien est paralysé. Oui. Alors, ça a été une discussion vraiment intéressante. Moi, ce que je veux un peu aller vers une conclusion, c'est que on s'en va en élection, c'est inévitable. Comme d'autres pays du G7, comme d'autres pays occidentaux, les gouvernements au pouvoir ne survivent pas en ce moment aux élections. Soit ils perdent les élections, soit ils perdent des votes. On l'a vu avec Biden aux États-Unis, qui, même s'il a été remplacé par Harris, elle n'a pas su véhiculer assez fort le changement face à son gouvernement actuel. En France, on l'a Au vu. niveau législatif, la France a été est quand même paralysée, là. C'est Ouais. pas nécessairement que le Front républicain
soit vaincu, il est considérablement affaibli, puis le Parlement est dysfonctionnel, un peu comme au Canada. Mhm. L'Allemagne a perdu un vote de confiance, Ils là, s'en vont en élection s'en va en au élection retour des fêtes. au retour des fêtes. Les Britanniques, les conservateurs ont perdu contre le Labour. Puis c'est un peu la seule figure d'exception où on voit que, en général, c'est des mouvements plus de droite ou qu'on qualifie de populistes qui remportent. Mais tu vois, tu as fait une chronique, toi, sur le Japon, sur la page Oui. du choc politique. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ça. Puis même le parti qui domine la politique, puis là, on parle pas d'une domination du type du Parti libéral au Canada, où c'est le parti au pouvoir, mais il y a une certaine alternance. On parle d'un parti qui a été à peu près au pouvoir depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sauf une exception pendant un an ou Oui. deux. Et là, ils perdent leur super majorité au Parlement. Fait que ça montre vraiment que 2024 a pas été l'année des gouvernements au Non, pouvoir. non, non. Ça, Puis même en 2020, ça a commencé plus tôt avec l'Argentine qui a oui. connu une élection assez bouleversante, si on peut dire, là. On a vu une montée de la droite puis une montée des mouvements anti-gouvernement. Alors, ça a été toute une année de politique. Nous, on va vous amener, chers auditeurs, c'est suivez notre page. On va avoir beaucoup de contenu en 2025. On a plusieurs plans, que ce soit moi, Dylan, Justin ou Vincent. On a beaucoup de contenu en tête. Les élections fédérales arrivent à grands pas. On va être très présent sur le terrain. On va essayer d'organiser des événements et de faire du contenu pour vous. Ça a été vraiment toute une année. Je vous en remercie. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et une bonne année. Dylan, je vais te laisser le mot de la fin. Ben, une bonne année à tous et je vous souhaite de toujours me donner des recommandations sur comment on peut améliorer le choc politique. On adore vos idées, qu'elles sont toutes bonnes. Euh, Suivez-nous, puis en espérant que vous soyez tous renseignés sur l'actualité, puis que vous puissiez par la suite émettre vos propres jugements sur ce qui se passe dans l'actualité politique. Alors, merci beaucoup tout le monde. À l'année prochaine!